Après l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal, de nombreux experts et observateurs s'efforcent d'anticiper les développements futurs, notamment en ce qui concerne les relations entre le Sénégal et les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Cette analyse intervient dans un contexte où une grande partie des Africains soutiennent fermement l'idée du panafricanisme et d'un ordre international multipolaire. Avec les récents événements, notamment en Afrique, un grand nombre de personnes scrutent attentivement les prochains développements suite à l'élection récente de Bassirou Diomaye Faye. Et forcément donc à la nomination d'Ousmane Sonko, une figure importante de l'opposition depuis plusieurs années au poste de Premier ministre. Particulièrement, l'attention se porte sur les relations qui émergeront entre Dakar et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, comprenant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, montre clairement une volonté de coopérer avec les nouvelles autorités sénégalaises. En ce qui concerne le nouveau leadership sénégalais qui a longtemps souligné la nécessité de mettre fin à des outils néocolonialistes tels que le franc CFA, il sera nécessaire d'observer très attentivement avant de pouvoir émettre un avis. Quelques heures seulement après avoir été désigné président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a nommé son principal soutien électoral Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, promettant donc un changement radical à la tête de l'État. Les premiers changements que le gouvernement sénégalais cherche à opérer, notamment dans le secteur économique et dans la coopération internationale, sont de reconsidérer les accords avec la France et de chercher de nouveaux alliés, beaucoup plus fiables et puissants au sein du continent africain, comme justement l'entrée dans l'Alliance des États du Sahel sur la scène internationale. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. C'est ce qu'a déclaré Bassirou Diomaye Faye à son élection. Concernant la monnaie nationale, Dakar s'oriente en coordination avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger vers la création d'une monnaie unifiée comme étape vers l'indépendance économique et l'abandon du franc CFA, la monnaie. Je voulais dire considéré comme un symbole colonial. Ce n'est pas considéré. La monnaie qui est un symbole colonial et qui est encore aujourd'hui l'une des plus grandes sources de revenus de la France en Afrique. Et cette considération avec l'Alliance des États du Sahel survient lorsque le trio sahélien est donc sorti de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. À ce sujet précis, le président de transition au Niger, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. La monnaie est une des sorties de cette colonisation. C'est ce qu'a déclaré le général à la télévision nationale nigérienne en référence au franc CFA hérité de la colonisation française. Rappelons que le Burkina Faso et le Niger ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils quittaient le bloc politique et économique, ce qui a porté un gros coup à son unité. Après que le bloc ait fait pression sur eux pour qu'ils reviennent à une démocratie de façade, là vraiment ça leur a fait très mal. La déclaration commune indique que l'organisation sous l'influence de puissances étrangères trahit ses principes fondateurs et est devenue une menace pour les États membres de leur peuple. Les leaders des pays de l'Alliance des États du Sahel veulent continuer de s'élargir avec d'autres membres comme le Sénégal ou encore la création d'un bloc économique régional impactant. L'intégration du Sénégal au sein du groupe facilitera considérablement le développement du partenariat entre les États membres, favorisant ainsi leur croissance économique et permettant de mettre fin à l'influence étrangère dans la région qui a perduré pendant déjà trop d'années. On parle là de plus de 50 ans. C'est d'autant plus pertinent de noter que le président du Sénégal avait exprimé, avant même son élection, son désir de ramener les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel au sein de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ces pays, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avaient quitté la CEDEAO en fin janvier, soulignant que l'organisation s'éloignait déjà beaucoup trop des idéaux de ses fondateurs et du panafricanisme, et était maintenant beaucoup trop influencée par les puissances étrangères. Effectivement, étant donné l'évolution des événements, ce n'est pas exclu que la CEDEAO puisse éventuellement retrouver une image différente de celle qu'elle présente actuellement auprès d'une grande partie des citoyens des pays d'Afrique de l'Ouest, voire à l'échelle même continental africain. Cependant, pour l'Alliance des États du Sahel, il est peu probable que cela figure parmi ses priorités immédiates. En fait, ce n'est pas leur priorité, ils l'ont clairement dit. Cette alliance a été spécifiquement formée pour répondre aux défis
actuels auxquels sont confrontées les populations des trois pays ainsi que les autres pays de la région du Sahel dans son ensemble, notamment dans les domaines militaro-sécuritaires, économiques, entre autres. Mais ce sont les deux principaux problèmes qu'ils ont actuellement. D'un autre côté maintenant, on peut se demander si le Sénégal envisagerait de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire et beaucoup de choses vont dépendre des décisions et des interactions à venir entre les leaders sénégalais et les leaders des pays voisins. À ce stade, on ne peut rien inclure, rien n'est hors de question, mais rien n'est garanti non plus. Voilà. Il convient de noter que le gouvernement précédent, malgré les critiques sévères qu'il a pu recevoir, notamment de la part d'Ousmane Sonko, ne semble pas être prêt à céder et espère maintenir son influence au Sénégal. Dans ce contexte, étant donné la maladresse, pour rester poli, et l'incapacité manifeste des vieux-là à s'adapter aux événements contemporains, notamment dans le contexte africain, il est possible que de nouvelles erreurs stratégiques ne tardent pas à se manifester. Ces erreurs pourraient conduire les dirigeants sénégalais à prendre des mesures de distanciation beaucoup plus radicales. Pourtant, il est évident que le Sénégal a intérêt à bâtir des relations cordiales et très fortes avec ses partenaires stratégiques régionaux, y compris, comme déjà mentionné, avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, dont un rapprochement sincère serait bénéfique pour toute la région. Voilà, on passe maintenant aux quelques actualités. Toujours au Sénégal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé vendredi un nouveau gouvernement composé de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État. Le gouvernement ici mis en place ce 5 avril 2024 est un gouvernement de rupture. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers une élection au premier tour avec 54,28% des suffrages de M. Faye. C'est là les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. La liste contient bien évidemment quelques noms de cadres du parti PASTEF. Biram Souleye Diop hérite du portefeuille de l'énergie, du pétrole et des mines stratégiques. Point vraiment très stratégique dans un pays qui devrait commencer à produire du pétrole et du gaz en 2024. Autre figure du PASTEF, Malik Ndiaye est nommé aux infrastructures et aux transports terrestres et aériens et Moussa Bala Fofana a été nommé à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Le nouveau ministre de la Justice, Ousmane Diagne, est un ancien procureur général à la Cour d'appel de Dakar. Monsieur Sonko, le Premier ministre, a énoncé vendredi comme priorité de son gouvernement la jeunesse et l'emploi des jeunes et des femmes, la lutte contre la cherté de la vie, la justice et la protection des droits humains ainsi que la reddition des comptes, la souveraineté économique et le développement, la consolidation de l'unité nationale et le renforcement de la sécurité. Autre actualité. Alors que le Rwanda a commémoré le 7 avril le génocide des Tutsis, un rescapé témoigne de ce massacre de masse qui a fait plus de 800 000 morts. J'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, papa et maman, mes frères, mes sœurs, mes oncles et même mes grands-mères. J'avais 12 ans à l'époque. Cette personne nous explique qu'avant la colonisation, les Rwandais étaient très unis, comme une seule famille. Mais la colonisation a dit que les rôles étaient différents, totalement différents. Le Rwanda rend hommage aux victimes du génocide tout en critiquant l'indifférence de la communauté internationale. Les commémorations du génocide rwandais de 1994 ont réuni plein de dirigeants à Kigali le 7 avril dernier. Le président rwandais Paul Kagame a déploré l'indifférence de la communauté internationale lors de ces massacres. Paul Kagame a assisté au dépôt de gerbes au mémorial du génocide à Kigali où les restes de plus de 250 000 victimes sont inhumés. D'ailleurs, c'est lui-même qui a allumé la flamme du souvenir. La communauté internationale nous a laissé tomber durant le génocide, a déclaré le dirigeant à cette occasion. La cérémonie a réuni de nombreux chefs d'État, principalement africains, bien évidemment, des personnalités publiques, des représentants d'organisations internationales et beaucoup d'hommes économiques du pays. Au cours des 100 jours du génocide organisé par les autorités Hutus contre la minorité Tutsi, de 800 000 à 1,1 million de personnes ont été brutalement exterminées. Outre les Tutsis, des représentants du peuple Hutu ont également été tués en essayant d'empêcher justement le massacre parce qu'il y avait des gars qui se défendaient. L'engrenage de cette affaire avait débuté le 6 avril 1994 après l'assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana et de son homologue Cyprien Ntaryamira. Leur avion avait été abattu par les tirs de missiles à Kigali sans qu'on ne sache jusqu'aujourd'hui qui en était le responsable. Le massacre avait commencé quelques heures après, alors qu'un nouveau pouvoir Hutu prenait les rênes du pays. Au cours des 100 jours suivants, les meurtres ont eu lieu au rythme d'un meurtre chaque 10 secondes. Et face à ça, bien évidemment, l'ONU n'a même pas levé le petit doigt. Et la France était clairement impliquée, comme le raconte cet ancien officier français sur le terrain à cette époque.
Vous avez, dans votre livre, raconté, presque minute par minute, ce que vous avez vécu dans le cadre de cette opération turquoise au Rwanda. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère. Et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. La responsabilité française est clairement établie. En 2021, une commission spéciale a publié un rapport sur le rôle de Paris dans les événements en se basant notamment sur les documents qui le disent confidentiels. Vous n'allez pas en croire vos oreilles quand vous allez écouter les conclusions du rapport. Le rapport souligne que la France n'a pas prêté attention aux préparatifs du génocide rwandais et porte une responsabilité importante dans ce qui s'est passé. Cependant, je cite, le document n'indique qu'il n'existe aucune preuve que la France ait été complice du génocide. Lors même d'une visite au Rwanda en mai 2021, Emmanuel Macron, l'actuel président français, a officiellement présenté ses excuses pour l'échec de Paris à empêcher l'extermination des Tutsis. À empêcher l'extermination. Ils ne sont pas du tout impliqués. Toujours à faire comme s'ils ne sont pas responsables, comme s'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà un officier qui dit qu'il faisait partie des forces présentes qui soutenaient militairement le camp des génocidaires parce que la France avait des intérêts et les intérêts de la France est que ce soit le gouvernement génocidaire qui reste au pouvoir. Mais non, ils n'ont rien vu, on n'a rien entendu. Une fois de plus, il ne faut jamais laisser ces gens raconter notre histoire. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.